Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis avec un groupe d'entrepreneurs dans une salle de conférence à Toronto. C'était un vendredi soir. Il était presque 22 heures et personne ne voulait partir. Pas parce que je les retenais, mais parce qu'on avait commencé à parler de quelque chose qui touchait tout le monde dans cette pièce d'une façon très profonde. On parlait d'argent, pas de technique, pas de formule magique. On parlait de la relation que chaque être humain entretient avec la richesse et pourquoi cette relation détermine presque tout dans une vie. Un homme dans cette salle, un entrepreneur d'une cinquantaine d'années qui avait démarré et perdu 3 entreprises, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit: Brian, j'ai tout lu sur la richesse. J'ai suivi des formations, j'ai écouté des cassettes, j'ai lu des livres. Mais quelque chose en moi résiste encore. Il y a une partie de moi qui sabote tout ce que je construis. Et en disant ça, il avait les larmes aux yeux. Cet homme n'était pas stupide. Il n'était pas paresseux. Il était brillant, travailleur, sincère. Mais il portait quelque chose en lui qu'il n'avait jamais vraiment examiné. Et ce quelque chose, cette résistance invisible, est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce que voici ce que j'ai appris après des décennies à étudier la richesse, à interviewer des milliers de personnes qui avaient réussi à construire une indépendance financière durable et à travailler avec des gens qui luttaient encore malgré tous leurs efforts. La richesse durable ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec une transformation intérieure que la plupart des gens ne font jamais parce que personne ne leur a jamais dit qu'elle était nécessaire. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble au cours de cette heure. Non pas des raccourcis, non pas des systèmes à la mode qui disparaissent dans 6 mois, mais des principes solides, éprouvés, qui ont guidé les hommes et les femmes les plus prospères de l'histoire moderne. Des principes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, peu importe où vous en êtes. Alors installez-vous confortablement. Prenez un carnet si vous en avez un, et ouvrez votre esprit à la possibilité que votre vie financière puisse être radicalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Commençons par une vérité qui peut sembler inconfortable au premier abord. Votre situation financière actuelle est le résultat direct de vos pensées passées. Pas de la chance, pas de l'économie, pas de votre famille ou de votre éducation, bien que ces facteurs aient une influence. Vos pensées, vos croyances, vos décisions répétées, jour après jour, pendant des années. Je sais que certains d'entre vous réagissent à ça. Et c'est normal. Parce que cette idée implique une responsabilité totale. Et la responsabilité totale, c'est à la fois la chose la plus libératrice et la plus effrayante qui soit. Libératrice, parce que si c'est vous qui avez créé votre situation actuelle, alors c'est vous qui pouvez la transformer. Effrayante, parce que ça signifie qu'on ne peut plus blâmer les circonstances. Un de mes mentors, il y a très longtemps, m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il m'a dit: Brian, arrête de te demander pourquoi les choses ne vont pas comme tu le veux. Commence à te demander ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas, qui produit ces résultats. C'était brutal. Mais c'était vrai. À cette époque, j'avais 20 quelques années. Je n'avais pas d'éducation formelle. Je travaillais dans des emplois peu qualifiés. Je n'avais pas d'argent. Et je me disais que c'était à cause du système, à cause de ma famille, à cause du manque d'opportunités. Mais quand j'ai commencé à regarder honnêtement ma vie, j'ai réalisé que je prenais des décisions chaque jour qui me maintenaient exactement là où j'étais. Je dépensais tout ce que je gagnais. Je ne lisais pas. Je ne cherchais pas à apprendre. Je ne demandais pas conseil à des gens qui avaient réussi. Je répétais des comportements qui produisaient des résultats médiocres, et je m'étonnais que les résultats soient médiocres. C'est le premier principe que je veux vous donner aujourd'hui, et c'est peut-être le plus fondamental de tous. Vous ne pouvez pas construire une richesse durable tant que vous n'avez pas accepté une responsabilité totale pour votre vie financière. Pas 90% de responsabilité, 100%. Ce qui signifie que chaque fois que vous êtes tenté de dire oui, mais dans mon cas, c'est différent parce que vous devez vous arrêter et vous demander: qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, là où je suis, maintenant? Ce n'est pas une question de blâme, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de pouvoir. Parce que quand vous prenez la responsabilité totale, vous récupérez le pouvoir de changer les choses. Maintenant, parlons de quelque chose que j'appelle le thermomètre financier intérieur. Chaque être humain a un niveau de richesse avec lequel il est à l'aise, d'une façon inconsciente. Pas nécessairement le niveau qu'il désire consciemment, mais le niveau que son système de croyance considère comme normal, comme mérité, comme sûr. Et voici ce qui se passe quand votre richesse monte au-dessus de ce niveau.
Quelque chose en vous trouve un moyen de la ramener vers le bas. Inconsciemment, vous faites de mauvais investissements. Vous dépensez de façon impulsive, vous sabotez des opportunités, vous évitez des décisions importantes. Et quand votre richesse tombe en dessous de ce niveau, vous trouvez un moyen de remonter. Vous travaillez plus dur, vous cherchez des solutions, vous vous dépassez. Ce thermomètre est réglé principalement pendant l'enfance, par ce que vous avez observé, entendu et ressenti autour de l'argent. Si vous avez grandi dans une famille où l'argent était toujours une source de stress, de conflit, de honte ou de peur, votre thermomètre est probablement réglé bas. Si vous avez entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« les riches sont des voleurs »,« nous ne sommes pas des gens riches », ces phrases se sont gravées dans votre subconscient et continuent d'influencer vos décisions aujourd'hui. J'ai travaillé avec une femme entrepreneur, brillante, qui avait construit une entreprise qui générait des revenus importants. Mais chaque fois qu'elle approchait d'un certain seuil de revenus, elle se sabotait. Elle sous-facturait ses clients. Elle refusait des contrats importants. Elle trouvait des raisons de ne pas se développer. Quand on a commencé à explorer son histoire, elle a réalisé que sa mère lui répétait depuis l'enfance « Nous ne sommes pas des gens qui ont beaucoup d'argent ». Et c'est très bien comme ça. Les gens qui ont trop d'argent perdent leur valeur. Sa mère ne voulait pas lui faire de mal. Elle pensait lui enseigner l'humilité. Mais ce qu'elle avait réellement fait, c'est programmer sa fille à rejeter inconsciemment la richesse. Reconnaître ce thermomètre, c'est la première étape pour le régler. Et le régler prend du temps, de la conscience et de la pratique délibérée. Mais c'est possible. Des milliers de personnes l'ont fait avant vous. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle la loi du revenu. Voici comment je la formule. Vous serez payé en proportion directe de la valeur que vous créez pour les autres, telle que le marché l'aperçoit. Il y a 3 éléments importants dans cette phrase. La valeur que vous créez pour les autres, telle que le marché l'aperçoit. La plupart des gens se concentrent sur le premier élément, la valeur qu'ils créent. Ils travaillent dur, ils s'améliorent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils s'étonnent de ne pas être mieux rémunérés. Mais ils oublient les 2 autres éléments. Pour les autres, et tel que le marché l'aperçoit. Travailler dur ne suffit pas si vous travaillez dur sur les mauvaises choses. Si vous créez de la valeur dans un domaine où personne n'en a besoin, ou dans un domaine où cette valeur n'est pas reconnue ou appréciée, votre revenu restera limité peu importe votre effort. Un agriculteur qui travaille 16 heures par jour dans un désert ne récoltera rien. L'effort est réel. La valeur créée est nulle. La question fondamentale n'est donc pas « est-ce que je travaille assez dur ?» La question est « est-ce que je crée de la valeur que les autres désirent vraiment et est-ce qu'ils le savent ?» Cela signifie que pour augmenter vos revenus, vous avez 2 leviers principaux. Soit vous augmentez la valeur que vous créez, soit vous améliorez la façon dont cette valeur est perçue. Idéalement, vous faites les 2 simultanément. Comment augmenter la valeur que vous créez? En développant constamment vos compétences, en devenant meilleur dans votre domaine, en vous spécialisant dans des areas où la demande est forte et l'offre est limitée, en résolvant des problèmes plus complexes, plus importants, pour des clients plus exigeants. J'ai une règle simple, lisez 1 heure par jour dans votre domaine. Écoutez des formations pendant vos déplacements. Assistez à des conférences. Cherchez des mentors. Si vous faites ça pendant 5 ans, vous serez parmi les meilleurs dans votre domaine. Si vous le faites pendant 10 ans, vous serez au sommet. Mais voici ce que la plupart des gens font. Ils arrêtent d'apprendre le jour où ils obtiennent leur premier emploi ou lancent leur première entreprise. Ils pensent que l'éducation est terminée. Et leur valeur sur le marché se fige, puis commence lentement à décliner. Il y a un autre aspect de la richesse durable dont on parle rarement, et c'est ce que j'appelle la discipline de l'épargne. Permettez-moi de vous partager une statistique qui m'a frappé il y a des années. Dans une étude portant sur des milliers de millionnaires aux États-Unis, on a découvert que la grande majorité d'entre eux n'avaient pas hérité leur richesse. Ils l'avaient construite, souvent à partir de rien ou presque. Et parmi les habitudes communes à presque tous ces millionnaires, l'une des plus constantes était simple. Ils épargnaient systématiquement une partie de chaque revenu qu'ils recevaient, avant de dépenser quoi que ce soit d'autre. Pas parfois, pas quand ils avaient des restes. Systématiquement. En premier, Georges Clason, dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, exprime cette idée d'une façon magnifique. Il dit « Une partie de tout ce que tu gagnes est à toi pour la garder. Pas pour dépenser, pour garder, pour faire travailler.
La règle que j'enseigne depuis des décennies est celle-ci: épargnez au moins 10% de chaque revenu que vous recevez, automatiquement, sans exception. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Brian, je ne gagne pas assez pour épargner 10%. Et je vous répondrai ce que j'ai répondu à des centaines de personnes dans cette situation. Si vous ne pouvez pas épargner 10% de ce que vous gagnez aujourd'hui, vous ne pourrez pas épargner 10% de 2 fois ce montant demain. Parce que ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude. L'habitude d'épargner est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Et une fois qu'elle est ancrée, elle devient automatique. Vous ne la ressentez même plus comme un sacrifice. J'ai rencontré des gens qui gagnaient des revenus modestes et qui avaient accumulé des patrimoines significatifs simplement grâce à cette discipline. Et j'ai rencontré des gens qui gagnaient des fortunes et qui n'avaient rien parce qu'ils dépensaient tout et même plus. L'argent ne fait pas les riches. Les habitudes font les riches. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la différence entre les actifs et les passifs, mais d'une façon un peu différente de ce que vous avez peut-être entendu. Un actif, dans sa définition la plus simple, est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui retire de l'argent de votre poche. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Beaucoup de choses que nous considérons comme des actifs sont en réalité des passifs déguisés. Et beaucoup de choses que nous considérons comme des dépenses peuvent être des investissements déguisés. Votre voiture. Dans la grande majorité des cas, c'est un passif. Elle perd de la valeur dès que vous la conduisez hors du concessionnaire. Elle coûte de l'assurance, de l'entretien, du carburant. Elle prend de l'argent dans votre poche chaque mois. Votre maison principale. Là, les gens se divisent. Certains disent que c'est un actif, d'autres disent que c'est un passif. La vérité est nuancée. Votre maison principale peut prendre de la valeur, oui, mais elle coûte aussi des intérêts hypothécaires, des taxes foncières, de l'entretien, des rénovations. Dans beaucoup de cas, quand on fait le calcul honnête, elle n'est pas l'investissement qu'on croit. Ce n'est pas une raison de ne pas avoir de maison, mais c'est une raison de ne pas confondre votre maison avec votre stratégie d'investissement. Les vrais actifs, ceux qui construisent une richesse durable, sont des choses comme des investissements qui génèrent des revenus passifs, des entreprises qui fonctionnent sans vous, des propriétés qui génèrent des loyers, des droits intellectuels sur des œuvres ou des inventions, des portefeuilles d'investissement diversifiés. La question à vous poser régulièrement est celle-ci. Est-ce que mon argent travaille pour moi ou est-ce que je travaille pour mon argent? La richesse durable se construit quand vous atteignez le point où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses. C'est ça, l'indépendance financière réelle, pas avoir beaucoup d'argent. Avoir des revenus passifs qui dépassent vos dépenses. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle la pensée à long terme et pourquoi c'est peut-être la compétence la plus rare et la plus précieuse dans notre économie moderne. Voici une observation que j'ai faite au fil des années. Les personnes qui construisent des richesses durables pensent en décennies. Les personnes qui restent dans la médiocrité financière pensent en semaines ou en mois. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'orientation temporelle. Quelqu'un qui pense à long terme fait des sacrifices aujourd'hui pour des bénéfices futurs. Il refuse la gratification immédiate au profit de la croissance cumulative. Il prend des décisions en se demandant non pas « qu'est-ce que ça me rapporte maintenant ?» mais « où est-ce que ça me mène dans 10 ans ?» Quelqu'un qui pense à court terme fait l'inverse. Il cherche la satisfaction immédiate. Il achète maintenant et paie plus tard. Il évite les investissements qui demandent du temps. Il change de direction constamment, cherchant le prochain raccourci. Et voici le paradoxe cruel. Les décisions à court terme semblent toujours plus attrayantes dans le moment. La nouvelle voiture est plus excitante que le fonds d'investissement. Le restaurant luxueux est plus plaisant que l'épargne automatique. La dépense impulsive procure un plaisir immédiat que l'investissement à long terme ne peut pas égaler dans l'instant. C'est pourquoi la discipline est si fondamentale, parce que la pensée à long terme va souvent à l'encontre de nos instincts immédiats. Albert Einstein aurait dit que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde, que ceux qui le comprennent le gagnent et que ceux qui ne le comprennent pas le paient. Et il avait raison. Voici un exemple simple. Si vous investissez 1 000 € par mois à partir de l'âge de 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 8%, vous aurez environ 3,5 millions d'euros à 65 ans. Si vous attendez l'âge de 35 ans pour commencer, avec les mêmes conditions, vous n'aurez qu'environ 1 500 000 €. 10 ans de différence, 2 millions d'euros de différence.
Ce n'est pas la magie, c'est la mathématique. Et c'est disponible pour tout le monde. Mais voici ce qui empêche les gens de profiter de cette mathématique. L'impatience. L'incapacité à différer la gratification. La préférence pour le présent immédiat sur le futur lointain. Développer la pensée à long terme est donc un travail sur soi-même autant qu'un travail financier. C'est apprendre à valoriser votre futur autant que votre présent. C'est traiter votre futur vous-même comme quelqu'un qui mérite votre attention et vos sacrifices aujourd'hui. Voici quelque chose que j'ai observé chez presque tous les gens qui ont réussi à construire une richesse significative. Ils ont développé ce que j'appelle une obsession de la valeur ajoutée. Chaque matin, ils se posent une question. Pas comment est-ce que je peux gagner plus d'argent aujourd'hui, mais comment est-ce que je peux créer plus de valeur pour les gens autour de moi aujourd'hui. C'est une distinction subtile, mais elle est fondamentale. Quand vous vous concentrez sur l'argent, vous adoptez une mentalité de prise. Vous cherchez à obtenir. Et paradoxalement, cette mentalité répulse souvent les opportunités. Quand vous vous concentrez sur la valeur, vous adoptez une mentalité de contribution. Vous cherchez à donner, à résoudre, à améliorer. Et cette mentalité attire naturellement les opportunités, les partenariats, les clients, les ressources. J'ai un ami entrepreneur qui a construit plusieurs entreprises prospères. Je lui ai demandé un jour quel était son secret. Il m'a répondu sans hésitation. Je me lève chaque matin en me demandant comment je peux rendre la vie de mes clients tellement meilleure qu'ils n'imaginent pas travailler avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Pas de formule secrète, pas de stratégie complexe. Une obsession sincère pour la valeur créée. Cette obsession se manifeste dans les petites choses. Répondre aux emails plus vite que prévu. Livrer plus que ce qui était promis. Résoudre des problèmes que le client n'avait même pas encore identifiés. Être la personne sur qui on peut compter. Ces petites choses s'accumulent. Elles construisent une réputation, et la réputation est l'un des actifs les plus précieux qu'une personne puisse posséder. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup de gens évitent, la peur de l'échec et son impact sur les décisions financières. Il y a une expérience que j'aime partager. Des chercheurs ont demandé à des participants de choisir entre deux options. Option A, recevoir 1 000 € avec certitude. Option B, avoir 50% de chance de recevoir 2 000 € et 50% de chance de ne rien recevoir. Mathématiquement, les deux options ont la même valeur attendue. 1 000 €. Mais la grande majorité des gens choisit l'option A. Maintenant, ils ont posé la question différemment. Option A, perdre 1 000 € avec certitude. Option B, avoir 50% de chance de perdre 2 000 € et 50% de chance de ne rien perdre. Là, la grande majorité des gens choisit l'option B, même si la valeur attendue est identique. Ce que cette expérience révèle est profond. Nous ressentons la douleur de la perte environ 2 fois plus intensément que le plaisir du gain équivalent. Les psychologues appellent ça l'aversion à la perte. Et cette aversion à la perte, si elle n'est pas gérée consciemment, peut paralyser complètement votre vie financière. Elle vous empêche d'investir parce que vous pourriez perdre. Elle vous empêche de lancer une entreprise parce que ça pourrait échouer. Elle vous empêche de négocier une augmentation parce que vous pourriez essuyer un refus. Elle vous empêche de prendre des risques calculés qui sont pourtant nécessaires à toute croissance significative. Les gens qui construisent des richesses durables ne sont pas des gens sans peur. Ce serait une erreur de le croire. Ils ont peur comme tout le monde, mais ils ont développé une relation différente avec la peur. Ils la reconnaissent, ils l'accueillent même, parce qu'ils savent qu'elle signale souvent qu'ils sont sur le point de faire quelque chose qui compte vraiment. Et puis ils agissent malgré elle. Il y a une phrase que j'ai utilisée pendant des années dans mes conférences. Faites la chose que vous craignez, et la mort de la peur est certaine. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous diminuez son pouvoir sur vous. Chaque fois que vous reculez devant elle, vous lui donnez plus de force. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'appelle le cercle de l'influence. Voici une vérité que j'ai vérifiée encore et encore. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vos revenus, votre façon de penser, vos ambitions, vos habitudes, tout cela est profondément influencé par votre environnement humain. Si vous passez la majorité de votre temps avec des personnes qui se plaignent de leur situation financière, qui ne lisent pas, qui n'investissent pas, qui ne croient pas que les choses peuvent changer, leur énergie et leurs croyances vont progressivement déteindre sur vous. Non pas parce qu'elles sont mauvaises personnes, mais parce que l'environnement humain a un pouvoir énorme sur notre façon de penser.
À l'inverse, si vous vous entourez de personnes ambitieuses, curieuses, qui investissent dans leur développement, qui parlent d'opportunités plutôt que de problèmes, qui prennent des risques calculés et qui apprennent de leurs erreurs, vous commencez naturellement à adopter ces mêmes comportements. Je me souviens d'un moment charnière dans ma vie où j'ai commencé à fréquenter des gens plus prospères que moi. Au début, c'était inconfortable. Je me sentais inférieur. Je ne comprenais pas tous leurs sujets de conversation. Mais j'écoutais, j'observais. Et progressivement, je commençais à adopter leurs habitudes, leur façon de penser, leurs standards. C'était comme si mon thermomètre intérieur commençait à se régler vers le haut, simplement par osmose. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos amis actuels ou votre famille, mais cela signifie que vous devez être délibéré dans la construction de votre réseau. Cherchez des mentors. Rejoignez des groupes professionnels. Assistez à des événements où vous rencontrerez des personnes qui sont là où vous voulez aller. Lisez les biographies et les livres des gens que vous admirez. Votre environnement humain est l'un des facteurs les plus puissants dans votre développement financier. Et c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Je veux maintenant aborder un sujet qui est au cœur de toute stratégie de richesse durable, la gestion des dettes. Il y a deux types de dettes fondamentalement différents et la confusion entre les deux coûte des fortunes à des millions de personnes. La première est ce que j'appelle la dette productive. C'est de l'argent emprunté pour acquérir ou créer quelque chose qui génère plus de valeur que le coût de l'emprunt. Un prêt pour financer une formation qui va doubler vos revenus. Un emprunt pour acheter un bien immobilier qui génère des loyers supérieurs au remboursement. Un financement pour développer une entreprise dont le retour sur investissement dépasse largement les intérêts. Cette dette, utilisée intelligemment, est un outil de construction de richesse. La deuxième est ce que j'appelle la dette consommatrice. C'est de l'argent emprunté pour financer des dépenses qui ne créent aucune valeur future. Les cartes de crédit utilisées pour des achats impulsifs. Les crédits à la consommation pour des vacances ou des gadgets. Les prêts pour des voitures qui se déprécient. Cette dette est un destructeur de richesse silencieux et implacable. Voici ce que les intérêts sur les dettes consommatrices font à votre vie financière. Supposons que vous ayez 10 000 € de dette sur des cartes de crédit à un taux d'intérêt de 18% par an. Si vous ne payez que le minimum chaque mois, il vous faudra plus de 20 ans pour rembourser cette dette. Et vous aurez payé plus de 20 000 € d'intérêt, en plus du capital. Vous aurez payé 3 fois la valeur originale de ce que vous avez acheté. Et pendant tout ce temps, cet argent que vous versez en intérêt aurait pu être investi et travailler pour vous. La stratégie que je recommande pour éliminer les dettes consommatrices est simple. Listez toutes vos dettes du taux d'intérêt le plus élevé au plus bas. Payez le minimum sur toutes, sauf celles avec le taux le plus élevé. Sur celle-là, versez tout l'argent supplémentaire que vous pouvez. Quand elle est remboursée, passez à la suivante. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle parfois la méthode avalanche. Elle est mathématiquement optimale. Et chaque dette que vous éliminez libère des ressources qui peuvent être redirigées vers l'investissement. Abordons maintenant quelque chose de fondamental que j'appelle la mentalité d'abondance versus la mentalité de rareté. Ces deux mentalités produisent des résultats radicalement différents, non seulement financièrement, mais dans tous les domaines de la vie. La mentalité de rareté croit que les ressources sont limitées, que si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd, que la richesse est un gâteau de taille fixe et que chaque part que quelqu'un prend réduit ce qui reste pour les autres. Cette mentalité produit de la jalousie, de la compétition destructrice, de la méfiance, du ressentiment envers ceux qui réussissent. Et paradoxalement, elle attire exactement la rareté qu'elle craint. La mentalité d'abondance croit que les ressources peuvent être créées, que la richesse n'est pas un gâteau fixe, mais quelque chose qui peut être agrandi, que le succès d'une personne peut inspirer et créer des opportunités pour d'autres, que la coopération produit souvent plus que la compétition. Cette mentalité produit de la générosité, de la créativité, de la collaboration, de la gratitude, et elle attire naturellement les opportunités, les partenariats, les ressources. Je vous donne un exemple concret. Deux entrepreneurs dans le même secteur. L'un avec une mentalité de rareté voit l'autre comme une menace. Il cache ses méthodes, évite de collaborer, surveille jalousement ses clients. L'autre, avec une mentalité d'abondance, voit l'autre comme un potentiel partenaire, une source d'apprentissage, une occasion de créer quelque chose de plus grand ensemble. Qui pensez-vous réussit mieux sur le long terme? La mentalité d'abondance ne signifie pas être naïf ou ignorer la compétition réelle. Elle signifie croire fondamentalement
que votre succès ne dépend pas de l'échec des autres, que vous pouvez créer votre propre valeur, que les opportunités sont suffisamment nombreuses pour tout le monde. Et pour développer cette mentalité, je recommande une pratique simple mais puissante. Célébrez sincèrement le succès des autres. Quand quelqu'un autour de vous réussit, au lieu de ressentir de la jalousie, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de son succès. Entraînez-vous à vous réjouir genuinement pour les autres. Cette pratique, répétée, transforme progressivement votre relation avec la richesse. Parlons maintenant de l'importance des compétences financières de base, celles que l'école ne nous enseigne presque jamais. Voici quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps. Dans la plupart des systèmes éducatifs du monde, on passe des années à apprendre des mathématiques complexes, des formules chimiques, des dates historiques. Mais on n'apprend presque rien sur la gestion de l'argent, l'investissement, la fiscalité, la création d'entreprises. Et pourtant, ce sont ces compétences qui déterminent en grande partie la qualité de vie d'une personne pendant les 60 ou 70 ans de sa vie adulte. Le résultat est que la plupart des adultes gèrent leur argent par instinct, par imitation ou par défaut. Ils font ce que leurs parents faisaient, ou ce que leurs amis font, ou ce que la publicité leur suggère. Et les entreprises qui vendent des produits financiers le savent très bien. Elles profitent de cette ignorance pour vendre des produits complexes, opaques, chargés de frais cachés, qui enrichissent surtout ceux qui les vendent. Voici les compétences financières de base que je considère essentielles. Premièrement, savoir lire un bilan personnel, connaître exactement ce que vous possédez, ce que vous devez, et quelle est votre valeur nette réelle. Deuxièmement, comprendre la différence entre revenu et richesse. Le revenu est ce qui entre. La richesse est ce qui reste et qui travaille pour vous. Beaucoup de gens ont des revenus élevés et aucune richesse. Troisièmement, comprendre les bases de l'investissement. La diversification. L'impact des frais sur les rendements à long terme. La différence entre les différentes classes d'actifs. Pas besoin d'être expert. Mais vous devez comprendre les principes fondamentaux. Quatrièmement, comprendre la fiscalité dans ses grandes lignes. Pas pour éviter de payer des impôts, mais pour ne pas payer plus que ce que la loi requiert. La différence entre quelqu'un qui comprend la fiscalité et quelqu'un qui ne la comprend pas peut représenter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros sur une vie. Cinquièmement, comprendre le concept de coût d'opportunité. Chaque décision financière a un coût visible et un coût invisible. Le coût invisible, c'est ce à quoi vous renoncez en faisant ce choix. Quand vous dépensez 1000 euros sur quelque chose d'inutile, le coût réel n'est pas 1000 euros. C'est 1000 euros plus tout ce que cet argent aurait pu générer s'il avait été investi. Ces compétences ne s'apprennent pas en une journée, mais elles s'apprennent. Et chaque heure investie dans votre éducation financière peut vous rapporter des centaines ou des milliers d'euros sur votre vie. Je veux maintenant vous parler d'un principe que j'appelle la loi des revenus multiples. Voici une observation statistique intéressante. Dans les études sur les millionnaires autodidactes, on découvre que la grande majorité d'entre eux avaient plusieurs sources de revenus. Pas une seule. Plusieurs. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie délibérée. Voici pourquoi. Quand vous n'avez qu'une seule source de revenus, votre vie financière entière dépend de la survie de cette source. Si vous perdez votre emploi, si votre entreprise traverse une période difficile, si votre secteur se transforme, vous êtes exposé à un risque total. Les gens qui construisent des richesses durables comprennent qu'ils ont besoin de diversifier, non seulement leurs investissements, mais aussi leurs sources de revenus. Comment développer des sources de revenus multiples? Il y a plusieurs approches. La première est de développer une activité secondaire en parallèle de votre activité principale. Pas nécessairement quelque chose de grand au début. Peut-être une compétence que vous pouvez offrir en freelance. Peut-être un produit numérique basé sur votre expertise. Peut-être un service de conseil dans votre domaine. La deuxième est d'investir progressivement dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Immobilier locatif, dividendes d'actions, intérêts sur des obligations. Ces revenus ne sont pas énormes au début, mais ils croissent avec le temps et ils continuent à entrer même quand vous dormez. La troisième est de monétiser vos connaissances. Dans l'économie actuelle, les connaissances et l'expertise ont une valeur immense. Si vous maîtrisez quelque chose que d'autres veulent apprendre, vous pouvez créer des formations, des livres, des podcasts, des consultations. La quatrième est de participer à des entreprises ou des projets en tant qu'investisseur ou partenaire, sans nécessairement y travailler à plein temps. Le but n'est pas de vous disperser ou de vous épuiser en jonglant
avec trop de choses à la fois. Le but est de construire progressivement, sur plusieurs années, un portefeuille de sources de revenus qui vous donne une sécurité et une liberté croissante. Il y a un aspect de la richesse durable dont on parle rarement, et c'est ce que j'appelle la gestion de l'énergie. Voici ce que j'ai observé. Les gens qui réussissent le mieux financièrement ne sont pas nécessairement ceux qui travaillent le plus d'heures. Ce sont ceux qui gèrent le mieux leur énergie physique, mentale et émotionnelle. Parce que la qualité de vos décisions dépend directement de la qualité de votre énergie dans le moment où vous les prenez. Quand vous êtes épuisé, stressé, mal nourri, vous prenez des décisions impulsives. Vous résistez moins à la tentation. Vous évitez les problèmes difficiles. Vous repoussez les décisions importantes. Et ces décisions de mauvaise qualité s'accumulent et ont un impact réel sur votre vie financière. À l'inverse, quand vous êtes reposé, en bonne santé, émotionnellement stable, vous pensez plus clairement. Vous avez une meilleure maîtrise de vous-même. Vous prenez des décisions plus alignées avec vos objectifs à long terme. C'est pourquoi les habitudes de santé, le sommeil, l'exercice physique, la nutrition, la méditation ou toute pratique qui vous aide à gérer votre stress ne sont pas séparées de votre stratégie financière. Elles en font partie intégrante. Les grandes décisions financières, les négociations importantes, les choix stratégiques majeurs, ne les prenez pas quand vous êtes à plat. Attendez d'être dans votre meilleur état. Dormez dessus. Consultez des personnes de confiance. Prenez le temps de réfléchir clairement. Abordons maintenant un sujet que j'appelle la puissance des objectifs écrits. Il y a des études fascinantes sur le pouvoir des objectifs écrits. Dans une étude menée auprès de diplômés d'une grande université, on a demandé aux participants s'ils avaient des objectifs clairs et s'ils les avaient écrits. Quelques années plus tard, on a découvert que les quelques pourcents qui avaient des objectifs écrits gagnaient collectivement plus que tous les autres réunis. Maintenant, je ne vous dis pas que le simple fait d'écrire un objectif le réalise magiquement. Ce serait simpliste. Mais voici ce que l'écriture des objectifs fait réellement. Premièrement, elle force la clarté. Quand vous essayez d'écrire un objectif, vous réalisez souvent que vous n'êtes pas aussi clair que vous le pensiez. L'écriture oblige la précision. Deuxièmement, elle active votre système d'activation réticulaire. C'est une partie du cerveau qui filtre les informations et qui commence à remarquer les opportunités, les ressources, les connexions qui sont alignées avec ce que vous avez défini comme important. Une fois que vous avez écrit « Je veux construire une entreprise dans ce domaine », vous commencez à remarquer des articles, des personnes, des idées que vous n'auriez pas remarquées avant. Troisièmement, elle crée un engagement. Un objectif dans votre tête est vague et flexible. Un objectif écrit et concret. Il existe. Et chaque fois que vous le relisez, vous vous rappelez votre engagement envers vous-même. Quatrièmement, elle permet le suivi. Vous pouvez mesurer votre progression. Vous pouvez ajuster. Vous pouvez célébrer les étapes franchies. Ma recommandation est simple. Prenez le temps, maintenant ou ce soir, d'écrire vos 10 objectifs financiers les plus importants pour les prochaines années. Soyez spécifique. Pas je veux avoir plus d'argent, mais je veux avoir économisé 50 000 € d'ici 3 ans, ou je veux générer 3 000 € de revenus passifs par mois d'ici 5 ans. Puis relisez ces objectifs chaque matin. Laissez-les guider vos décisions quotidiennes. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle la vitesse d'implémentation. Dans mes années d'enseignement, j'ai observé quelque chose de constant. La différence entre les gens qui transforment leur vie financière et ceux qui restent bloqués n'est souvent pas la qualité de l'information qu'ils ont. C'est la vitesse à laquelle ils passent de la compréhension à l'action. Il y a des gens qui assistent à des séminaires, lisent des livres, regardent des vidéos, accumulent des connaissances pendant des années sans jamais vraiment agir. Ils sont toujours en train de se préparer. Ils attendent d'avoir encore plus d'informations, encore plus de certitudes, encore plus de conditions idéales. Et il y a des gens qui entendent une idée, en évaluent rapidement la pertinence et commencent à l'implémenter immédiatement, même imparfaitement. Ces deuxièmes personnes avancent. Elles apprennent par l'action. Elles font des erreurs, mais des erreurs qui enseignent. Et avec le temps, l'écart entre elles et les premiers devient immense. Il y a une phrase que j'utilise souvent. Une action imparfaite vaut mieux qu'un plan parfait qui n'est jamais exécuté. Le perfectionnisme est souvent une forme déguisée de peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de faire des erreurs. Et cette peur, si elle n'est pas reconnue et surmontée, peut paralyser une vie entière. La richesse durable se construit par une série d'actions imparfaites, d'ajustements, d'apprentissage
et de nouvelles actions, pas par l'attente de la stratégie parfaite. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de la frugalité et de l'investissement. Il y a une confusion très répandue entre être économe et être avare. Et cette confusion pousse certaines personnes à éviter la frugalité par peur de paraître mesquin ou de se priver. Mais les personnes les plus riches que j'ai rencontrées ne sont souvent pas celles qui dépensent le plus ostensiblement. Ce sont des gens qui ont une relation très consciente et délibérée avec leurs dépenses. Ils dépensent généreusement sur ce qui leur apporte une vraie valeur et une vraie joie, et ils éliminent sans hésitation les dépenses qui n'ont pas de sens pour eux. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit dans la même maison qu'il a achetée dans les années 50. Il conduit une voiture ordinaire. Il mange régulièrement dans des restaurants bon marché. Non pas parce qu'il ne peut pas se permettre le luxe, mais parce que ses dépenses ne lui apportent pas de valeur proportionnelle à leur coût. À l'inverse, il dépense généreusement sur des livres, sur des informations, sur des voyages qui enrichissent sa réflexion, sur des expériences qui ont une valeur réelle pour lui. C'est d'aligner ses dépenses avec ses vraies valeurs et ses vrais objectifs. C'est de refuser de dépenser de l'argent pour impressionner des gens qu'on n'aime pas, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Voici un exercice que je recommande. Passez en revue vos dépenses du mois dernier. Pour chaque dépense significative, posez-vous la question: est-ce que cette dépense m'a apporté une valeur réelle proportionnelle à son coût? Est-ce qu'elle était alignée avec mes objectifs à long terme? Ou est-ce que je l'ai faite par habitude, par impulsion ou pour paraître d'une certaine façon? Vous serez peut-être surpris de découvrir combien d'argent disparaît chaque mois dans des dépenses qui ne vous apportent pas de vraie satisfaction. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la stratégie des 4 comptes. C'est un système simple que j'enseigne depuis des années et qui a aidé des milliers de personnes à organiser leurs finances de façon claire et efficace. L'idée est de diviser chaque revenu que vous recevez en 4 parties, chacune avec un objectif distinct. Le premier compte, c'est votre compte de fonctionnement. C'est de là que vous payez vos dépenses courantes: loyer, nourriture, transport, factures. C'est l'argent du quotidien. Le deuxième compte, c'est votre compte d'épargne de sécurité. L'objectif est de constituer progressivement un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses. Ce fonds est là pour les imprévus: perte d'emploi, maladie, réparation urgente. Avoir ce fonds vous donne une sécurité psychologique qui vous permet de prendre de meilleures décisions, sans être dans la panique à la moindre difficulté. Le troisième compte, c'est votre compte d'investissement à long terme. C'est l'argent que vous mettez de côté pour construire votre richesse: fonds d'investissement, immobilier, actions. Cet argent ne se touche pas, sauf pour investir davantage. Le quatrième compte, c'est votre compte de plaisir. Oui, vous avez bien lu. Un compte spécifiquement dédié au plaisir et aux expériences qui vous apportent de la joie. Parce que si votre stratégie financière ne vous laisse aucune place pour profiter de la vie maintenant, vous ne la suivrez pas longtemps. La proportion entre ces 4 comptes varie selon votre situation. Mais le principe fondamental est le suivant: chaque euro que vous recevez est dirigé intentionnellement, pas dépensé par défaut. Parlons maintenant de l'une des décisions les plus importantes dans la construction de richesse: le choix de votre domaine d'activité et de spécialisation. Voici quelque chose que j'ai observé. Les gens qui construisent des richesses durables trouvent généralement l'intersection entre 3 éléments: ce qu'ils font bien, ce qu'ils aiment faire et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Si vous faites quelque chose que vous faites bien et que vous aimez, mais pour lequel personne ne paye, c'est un hobby. Si vous faites quelque chose que vous faites bien et pour lequel les gens payent, mais que vous n'aimez pas, c'est un travail épuisant. Si vous faites quelque chose que vous aimez et pour lequel les gens paient, mais que vous ne faites pas bien, c'est éphémère. Mais quand vous trouvez l'intersection des 3, vous avez trouvé quelque chose de puissant. Vous avez trouvé votre zone de génie, l'endroit où vous pouvez créer le plus de valeur avec le moins d'efforts relatifs, parce que vous êtes naturellement doué et naturellement motivé. Beaucoup de gens restent dans des carrières ou des activités qui ne correspondent pas à cette intersection, souvent par peur du changement, par sentiment de devoir, ou parce qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi à ce qui les passionne vraiment. Je ne vous dis pas de tout quitter demain pour suivre votre passion. Ce serait imprudent dans beaucoup de cas, mais je vous encourage à commencer à explorer, à vous demander: qu'est-ce que je fais naturellement bien? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Ou est-ce que ces 2 choses rencontrent un besoin réel sur le marché?
et à construire progressivement, peut-être en parallèle de votre activité actuelle, vers cette intersection. Je veux maintenant aborder un sujet délicat, mais important. La relation entre l'argent et le sens. Il y a une tendance dans certains milieux à opposer la richesse et le sens. Comme si être riche et avoir une vie significative étaient incompatibles. Comme si l'argent était intrinsèquement corrupteur. Et cette croyance, souvent inconsciente, est un frein énorme pour beaucoup de personnes qui, au fond, associent la richesse à quelque chose de honteux ou de vide. Voici ma conviction profonde, forgée par des décennies d'observation. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous permet d'être encore plus généreux. Si vous êtes curieux, il vous permet d'explorer encore plus. Si vous êtes créatif, il vous donne les ressources pour créer encore davantage. Si vous vous souciez de votre famille, il vous permet de mieux les protéger et de leur offrir plus d'opportunités. L'argent en lui-même n'a pas de valeur morale. C'est un outil. Et comme tout outil, sa valeur dépend de l'usage qu'on en fait. Les gens les plus généreux que j'ai rencontrés dans ma vie étaient souvent parmi les plus prospères. Parce qu'ils avaient les ressources pour exprimer leur générosité à une échelle significative. Libérez-vous de l'idée que vouloir de l'argent est égoïste ou superficiel. Vouloir créer de la richesse pour vous, pour votre famille, pour pouvoir contribuer à votre communauté, pour financer des projets qui vous tiennent à cœur, c'est noble, c'est une expression de vouloir vivre pleinement et de contribuer au monde. Parlons maintenant d'un principe que j'appelle la règle du 100%. Voici comment je la formule. Engagez-vous à 100% dans vos objectifs ou ne vous y engagez pas du tout. Cette idée peut sembler radicale, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi elle est si importante. Quand vous vous engagez à 90% dans quelque chose, les 10% restants représentent une porte de sortie mentale permanente. Une partie de votre esprit est toujours en train d'envisager la possibilité de reculer, d'abandonner, de changer de direction. Et cette porte de sortie consomme une énergie mentale considérable. À l'inverse, quand vous vous engagez à 100%, il n'y a plus de porte de sortie. Votre cerveau cesse de chercher des alternatives et commence à chercher des solutions. Il canalise toute son énergie vers la réussite, plutôt que vers la gestion de la possibilité d'échec. Hernán Cortés, le conquistador espagnol, a brûlé ses bateaux quand il a débarqué au Mexique. Ses soldats, voyant qu'il n'y avait pas de retour possible, ont combattu avec une intensité différente. L'histoire, bien sûr, est moralement complexe, mais le principe psychologique est réel et puissant. Quand vous vous engagez totalement, quelque chose change en vous. Vous devenez plus créatif, plus persévérant, plus focalisé. Vous trouvez des ressources que vous ne saviez pas avoir. Cela ne signifie pas être imprudent ou ignorer les signaux d'alarme. Cela signifie que quand vous avez pris une décision réfléchie, vous vous y engagez pleinement et vous faites ce qu'il faut pour la mener à bien. Je veux maintenant vous parler de l'importance du mentorat dans la construction de richesses. Il y a une façon d'apprendre qui est lente et coûteuse. Apprendre uniquement par ses propres erreurs. Et il y a une façon d'apprendre qui est rapide et efficace. Apprendre des erreurs et des succès des autres. Chaque personne qui a réussi dans un domaine que vous visez a déjà résolu des problèmes que vous allez rencontrer. Elle a déjà fait des erreurs que vous pouvez éviter. Elle a déjà découvert des raccourcis que vous mettriez des années à trouver seul. Avoir accès à cette sagesse, c'est un avantage immense. Et cette sagesse est souvent plus accessible qu'on ne le croit. Cherchez des mentors dans votre domaine, pas nécessairement des célébrités ou des personnalités publiques, bien que leurs livres et leurs conférences aient une valeur réelle, mais des gens dans votre environnement immédiat ou élargi qui ont accompli ce que vous voulez accomplir. Comment approcher un mentor potentiel? La plupart des gens font l'erreur de demander d'emblée du temps ou des conseils. Une meilleure approche est de commencer par créer de la valeur pour eux. Partagez leurs travaux, recommandez leurs services. Aidez-les avec quelque chose où vous avez une compétence. Établissez une relation authentique avant de demander quoi que ce soit. Et quand vous avez l'opportunité d'apprendre d'un mentor, venez préparer. Ayez des questions précises. Montrez que vous avez déjà fait votre propre travail de réflexion. Démontrez que vous êtes sérieux et que vous allez implémenter ce qu'on vous enseigne. Les meilleurs mentors ne donnent pas leur temps à des gens qui cherchent des réponses faciles. Ils donnent leur temps à des gens qui démontrent une ambition sérieuse et une capacité à passer à l'action. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la gestion des revers. Voici une vérité que j'ai apprise à la dure. Sur le chemin de la richesse durable, vous allez rencontrer des revers.
des investissements qui ne fonctionnent pas comme prévu, des entreprises qui échouent, des partenariats qui se terminent mal, des marchés qui changent, des décisions qui se révèlent mauvaises. Ce n'est pas si vous allez rencontrer ces revers, c'est quand. Et la façon dont vous répondez à ces revers déterminera, plus que n'importe quel autre facteur, si vous finissez par réussir ou non. J'ai rencontré des gens qui ont perdu des fortunes et qui ont tout reconstruit. Et j'ai rencontré des gens qui ont perdu beaucoup moins et qui n'ont jamais récupéré, parce que la perte les a brisés psychologiquement. La différence n'était pas dans la gravité de la perte, elle était dans la façon dont ils interprétaient la perte. Les premiers voyaient le revers comme une information, comme un signal que quelque chose devait changer, comme une opportunité d'apprendre. Ils se posaient la question: qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Et ils utilisaient cette leçon pour avancer différemment. Les seconds voyaient le revers comme une confirmation de leurs peurs les plus profondes, comme une preuve qu'ils n'étaient pas faits pour réussir, comme une raison de se protéger et de ne plus prendre de risques. Il y a une phrase que j'utilise souvent: chaque revers contient la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Ce n'est pas du tout une pensée magique. C'est une orientation mentale délibérée. C'est choisir de chercher l'opportunité dans la difficulté plutôt que de se laisser définir par la difficulté. Quand vous rencontrez un revers financier, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne sur moi-même? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur mon marché, mes clients, mes partenaires? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Et comment est-ce que j'utilise cette leçon pour construire quelque chose de meilleur? Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle le pouvoir de la cohérence. Dans notre culture de l'instantané, de la gratification immédiate, du viral et du succès du jour au lendemain, il y a une vérité profonde que beaucoup de gens oublient: la richesse durable se construit par la cohérence, pas par les coups d'éclat. Épargner régulièrement, même de petites sommes, pendant des décennies, produit des résultats extraordinaires. Investir régulièrement, même dans les marchés difficiles, en maintenant le cap, produit des rendements que les traders, qui cherchent le bon moment, n'obtiennent presque jamais. Développer ses compétences chaque jour, même 1 heure par jour, pendant des années, crée une expertise que personne ne peut vous enlever. La cohérence est ennuyeuse. Elle n'est pas sexy. Elle ne fait pas de bonnes histoires de «j'ai tout gagné en 6 mois». Mais elle fonctionne, elle est qu'une fiabilité mathématique. Voici comment je pense à la cohérence. Chaque action positive que vous faites aujourd'hui est une brique. Une seule brique ne construit pas une maison, mais des milliers de briques, posées une par une, avec constance, construisent quelque chose de solide et de durable. Et chaque action négative, chaque dépense irréfléchie, chaque opportunité manquée, chaque heure perdue est aussi une brique. Une brique dans une construction différente. La question n'est pas de savoir si vous posez des briques, vous en posez toujours. La question est de savoir dans quelle construction vous les posez. Approchons maintenant de la fin de notre conversation et je veux vous parler de quelque chose de fondamental que j'appelle la vision. Tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, la responsabilité, l'épargne, l'investissement, les habitudes, la mentalité, la cohérence, tout cela a besoin d'un moteur. Et ce moteur, c'est une vision claire et convaincante de ce que vous voulez créer. Sans vision, les sacrifices semblent des pertes. Avec vision, ils deviennent des investissements. Sans vision, la discipline semble une contrainte. Avec vision, elles deviennent une expression de qui vous êtes. Sans vision, les revers semblent des fins. Avec vision, ils deviennent des détours. Votre vision financière doit être spécifique, vivante et personnelle. Pas « je veux être riche », mais quelque chose comme « dans 10 ans, je veux avoir la liberté de choisir comment je passe chaque journée sans être contraint par l'argent. Je veux pouvoir soutenir mes enfants dans leurs projets. Je veux contribuer à des causes qui me tiennent à cœur. Je veux voyager librement. Je veux travailler sur des projets qui m'inspirent, parce que je le veux, pas parce que je le dois. » Cette vision doit vous émouvoir. Elle doit vous donner envie de vous lever le matin. Elle doit être assez puissante pour vous faire choisir l'action difficile plutôt que le confort facile. Prenez le temps de construire cette vision. Écrivez-la, relisez-la régulièrement. Laissez-la guider vos décisions. Voici maintenant quelque chose que je veux vous laisser comme pensée finale. Quelque chose qui synthétise tout ce que nous avons exploré ensemble. La richesse durable n'est pas une destination. C'est un voyage. C'est un processus de transformation continue, à la fois externe et interne. Externe, parce que vous construisez progressivement des actifs, des compétences, des revenus, un réseau.
Interne, parce que vous transformez vos croyances, vos habitudes, votre relation à l'argent, votre capacité à différer la gratification, votre résilience face au revers. Et voici ce que j'ai observé de plus beau dans ce processus. Les personnes qui s'engagent vraiment dans ce voyage ne changent pas seulement financièrement. Elles changent en tant que personnes. Elles deviennent plus disciplinées, plus focalisées, plus généreuses, plus sages. La construction de richesse, quand elle est abordée avec les bons principes, est un chemin de développement personnel profond. L'homme que j'ai mentionné au début de cette conversation, celui qui avait les larmes aux yeux, en parlant de son sabotage intérieur, je l'ai revu quelques années plus tard. Il avait finalement compris ce qui se passait en lui. Il avait travaillé sur ses croyances. Il avait développé de nouvelles habitudes. Il avait construit une entreprise stable et profitable pour la première fois de sa vie. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas sa réussite financière. C'était la paix qu'il dégageait, la confiance tranquille d'un homme qui sait qui il est et où il va. C'est ça, la vraie richesse durable. Pas seulement des chiffres sur un compte bancaire, mais la liberté, la paix, la capacité à vivre selon vos valeurs et à contribuer à ce qui vous tient à cœur. Permettez-moi de vous laisser avec 7 principes que j'aimerais que vous emportiez avec vous aujourd'hui. Premier principe, prenez une responsabilité totale pour votre vie financière. Arrêtez de chercher des causes externes à votre situation. Commencez à chercher ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, là où vous êtes. Deuxième principe, épargnez systématiquement au moins 10% de chaque revenu que vous recevez, automatiquement. En premier, sans exception. Troisième principe, investissez continuellement dans votre développement. Lisez, apprenez, cherchez des mentors. Vos compétences sont votre actif le plus précieux et le seul qu'on ne peut pas vous enlever. Quatrième principe, pensez à long terme. Prenez des décisions en vous demandant non pas ce qu'elles vous apportent aujourd'hui, mais où elles vous mènent dans 10 ans. Cinquième principe, construisez progressivement des sources de revenus multiples. Ne dépendez pas d'une seule source. Diversifiez. Créez des actifs qui travaillent pour vous. Sixième principe, cultivez délibérément une mentalité d'abondance. Croyez que les ressources peuvent être créées. Célébrez le succès des autres. Cherchez des façons de créer de la valeur plutôt que de prendre. Septième principe, construisez une vision claire et convaincante de la vie que vous voulez créer. Laissez cette vision guider chaque décision, grande ou petite. Ces 7 principes ne sont pas secrets. Ils ne sont pas nouveaux, mais ils fonctionnent. Ils ont fonctionné pour des milliers de personnes avant vous, des personnes qui ont commencé dans des situations bien plus difficiles que la vôtre. La seule question qui reste est la suivante. Allez-vous les appliquer? Pas un jour. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, plus de certitude. Maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Parce que voici la vérité que j'ai apprise au fil de toutes ces années. Le meilleur moment pour commencer à construire votre richesse était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Votre futur vous-même, dans 10 ou 20 ans, vous regardera en arrière vers ce moment. Et il vous sera reconnaissant, ou non selon ce que vous décidez de faire aujourd'hui. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et je crois sincèrement que vous méritez beaucoup.